Good Morning Business. Withings, le fabricant d'objets connectés dans le secteur de la santé, annonce ce matin une levée de fonds, 53 millions d'euros pour accélérer son développement, notamment dans le secteur médical. On va en parler avec Eric Carril, cofondateur de Withings. Bonjour. Bonjour. D'abord un peu d'histoire vous concernant. L'entreprise a été fondée en 2008, elle a ensuite été rachetée par Nokia en 2016. Dans la foulée, elle avait changé de nom, puis vous l'avez rachetée et vous êtes revenu au nom initial Withings. Exactement. Pourquoi tous ces changements ? Ces changements parce qu'à un moment donné, les investisseurs ont voulu que l'entreprise soit rachetée. Nokia a changé d'avis au bout de 2 ans et donc c'était une opportunité avec l'équipe qui était toujours là d'adresser ce marché qui est en pleine transformation aujourd'hui vers une santé plus profonde. Donc vous êtes revenu aux sources, Withings. Ce matin, vous annoncez une levée de fonds, 53 millions d'euros, ce qui vous permettra de changer vraiment de dimension. Oui, l'idée c'est vraiment, au-delà de l'argent, c'est une ambition pour l'équipe de pouvoir participer à ce changement de la santé. Il faut bien prendre conscience, et c'est plus fort aux États-Unis qu'ici, que la santé elle est en train de se bouleverser parce que la communauté médicale va prendre soin de nous, pas uniquement quand on est dans un cabinet médical, mais aussi dans notre vie quotidienne. Et on a vu que dans la crise du Covid, ça peut être très important. Donc à la fois en termes de prévention et en termes de suivi de maladies chroniques. C'est quoi la stratégie ? C'est de pouvoir partager cette somme de données qu'on accumule au quotidien avec le personnel médical qui nous suit ? En fait, l'idée c'est de dire que si vous voulez être accompagné dans votre vie quotidienne, il faut avoir des facteurs précis qui vont aider cette communauté médicale à vous suivre. Il y a bien sûr un côté subjectif, le patient parle à son médecin, etc. Et ça c'est important, mais le médecin a aussi besoin de données objectives. Ces données objectives, soit il les prend dans son cabinet, mais c'est insuffisant parce qu'on n'est pas très souvent dans le cabinet, soit il les prend depuis notre vie quotidienne, à condition qu'on ait envie de le faire. Et là, il faut des objets qui soient différents, il faut des objets qu'on ait plaisir à utiliser, qui donnent des données précises, des données médicales de plus en plus profondes, sans être invasif, parce que si c'est trop invasif, on continue pas de le faire. Donc c'est cette idée que les tendances sur le long terme vont pouvoir nous accompagner à travers le médecin et nous aider dans cette nouvelle santé. Donc concrètement, à quoi vont en servir ces 53 millions d'euros ? Dans quoi vous allez les investir ? Alors, essentiellement 2 choses. D'abord, faire croître notre équipe commerciale aux États-Unis pour adresser ce marché où l'écosystème de la santé est vraiment en train d'entrer dans cette ère. Et ça arrivera plutôt en Europe d'ici 2 ou 3 ans. Et puis, encore accroître notre recherche pour aller chercher des données médicales de plus en plus profondes et créer ce qu'on appelle de nouveaux biomarqueurs. Il faut bien voir qu'avec ces données et la data science, aujourd'hui, on est capable d'aller prévenir de nouvelles maladies, comme on vient de le faire avec l'apnée, comme on l'a fait avec la rigidité des artères il y a quelques années, etc. On a vu pendant la crise sanitaire une multiplication des attaques informatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un vrai challenge de protéger toutes ces données médicales qui remontent dans vos serveurs ? Alors, protéger les données médicales, c'est une attention constante depuis 12 ans. On est depuis peu qualifié hébergeur de données de santé pour nous assurer qu'on a les meilleurs moyens pour sauvegarder ces données. L'utilisation d'objets connectés est en forte hausse, vous l'avez dit, mais l'offre aussi se multiplie. C'est difficile d'exister quand on est français dans un secteur aussi concurrentiel. Alors en fait dans les données de santé vraiment de qualité médicale, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a bien sûr des gens comme Apple avec qui nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Et ce qu'il y a, c'est que ce marché il est vraiment en train de se bouleverser d'abord aux États-Unis. Une de mes erreurs il y a 4 ans, c'était de croire qu'il allait pouvoir bouger ici. En fait ici l'écosystème est assez compliqué en Europe et donc avant que les couches bougent pour pouvoir permettre au corps médical d'utiliser ces données de façon optimale, il y a encore un peu de travail, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment parti. Quel est le problème ? C'est le verrou, il est réglementaire, il est culturel ? Oui, il est réglementaire et culturel, exactement. Comment est-ce qu'on s'impose dans l'écosystème d'Apple ? Vous me dites que vous êtes partenaire. Vu de l'extérieur, on a surtout l'impression qu'Apple favorise ses propres produits, montres connectées Apple notamment. Alors, vous savez, on vend des produits dans tous les Apple Store depuis à peu près 8 ans. Nos pèse-personnes, nos tensiomètres, nos thermomètres. On travaille avec eux sur des applications, sur des programmes de recherche. Donc, bien sûr, Apple est quelqu'un qui fait énormément pour la santé, mais on peut exister à côté d'eux. Des chiffres collectés pendant la crise montrent que votre communauté a fait attention à son poids. On a lu que les Français avaient pris en moyenne 2 kilos pendant la crise. Est-ce que vous avez constaté une utilisation plus intensive de vos produits pendant cette période ? Alors on a constaté en fait un besoin un peu plus fort de ces produits puisque en fait après
une baisse de vente pendant 2 ou 3 semaines. On a fait finalement plus 50% de ventes pendant cette période, ce qui nous a surpris puisque quasiment tous les magasins étaient fermés. Et donc ça veut dire que cette prise de conscience que la santé, elle se passe aussi dans notre vie quotidienne, est vraiment en train d'entrer très fort. Et par exemple, dans le cas du Covid, c'était très important de pouvoir suivre bien sûr son poids, mais de pouvoir suivre un certain nombre d'autres paramètres au niveau du cœur, de la respiration, etc. Dans quelle mesure est-ce que ces appareils qui mesurent nos paramètres de santé modifient nos comportements ? Est-ce qu'on fait plus attention, par exemple, à son poids, à ses heures de sommeil, quand on utilise vos appareils ? Tout à fait. On a montré que, par exemple, quelqu'un qui mesure le nombre de pas qu'il fait dans une journée en fait 20 ou 25% de plus, et que c'était quelque part addictif, c'est-à-dire que plus on marchait, plus on avait envie de marcher. Et vous savez que la marche, c'est le premier médicament qu'on peut imaginer. C'est pareil pour le poids. On s'est aperçu que notre communauté qui se pesait, finalement, a pris moins de poids que la moyenne des Français. Les scientifiques nous disent que le développement de la 5G va accélérer la 5e génération donc de téléphonie mobile, va accélérer le développement des objets connectés. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Et nous, ça va permettre de rendre encore plus simple l'utilisation de ces objets dans certaines communautés qui ne savent pas vraiment, enfin qui n'aiment pas installer quelque chose en Wi-Fi, etc. On a déjà lancé aux États-Unis des produits qui sont directement connectés au réseau cellulaire, ce qui permet en fait aucune installation. Vous prenez le produit, vous le posez chez vous et il fonctionne, il remonte les données. C'est d'une simplicité extrême. Merci beaucoup d'être venu ce matin en plateau, donc nous parler de cette levée de fonds, 53 millions d'euros pour accélérer votre développement. Éric Carril, cofondateur de WeThings.